Bonjour Jonathan. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon interview. Avec plaisir. On va revenir ensemble sur ta carrière dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédien? Alors, à la toute base, je devais partir à New York avec une copine de terminale pour faire une école de danse. Ok. J'avais été pris sur une école là-bas. Elle devait faire des études de comédienne. Et son papa est décédé. On s'est dit, bon, avant de partir à New York, on va d'abord se former à Paris et puis après, on ira là-bas. Donc on a eu je sais pas si tu sais, chaque année tu as une sorte de week-end avec tous les métiers artistiques, c'est porte de vente, un truc comme ça. Okay. Et on cherchait une école de comédien pour elle. Et en fait le directeur de l'école m'a fasciné. En fait, il a vendu son école, mais pas à elle, à moi. D'accord. Et quand il m'a vendu tout ça, j'ai dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. En fait, il voulait mélanger un peu, tu vois, un peu comédie musicale, un peu de la danse, un peu de chant et de la comédie. Je dis, mais c'est ça que je veux faire, en fait. C'est ça, moi, mon métier. Et voilà, j'ai passé l'audition pour rentrer dans cette école-là, j'ai été pris et je savais que c'était ça que je voulais faire, en fait. Ok. C'est tout bête. Donc finalement, si tu étais parti à New York, peut-être que tu n'aurais pas... Ouais, non, je ne serais pas là aujourd'hui à parler avec toi. Le doublage, du coup, c'était quelque chose que tu avais envie de faire ou c'est arrivé totalement par hasard? Je connaissais pas du tout. Moi, quand j'ai commencé mon école en septembre, une copine de ma classe, Stéphanie Rollin, me dit « Ah là là, j'adorerais faire du doublage ». Elle s'amusait avec, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, hein, magnétoscope, caméscope. Elle faisait des branchements un peu spécifiques et elle faisait des parodies de séries. Elle était avant-gardiste. Et carrément, honnêtement. et elle m'a vendu ce truc-là, je fais « Allez, on s'amuse à faire ça ». Et il y a eu comment on appelle ça, la conférence de Buffy contre les vampires. Ouais. J'étais un fan inconditionnel de cette série-là. Et elle me dit, viens, on va aller voir Claire Guyot. Je fais, ok, on va voir. On a vu Claire Guyot, ça s'est super bien passé. On lui a demandé si on pouvait venir assister, parce qu'à l'époque, on pouvait assister très facilement. Et elle m'a dit, pas de souci. On lui a dit qu'à l'école, on faisait du doublage. On apprenait le doublage. Okay. Alors, on a un peu menti. Un peu mytho, ouais. Parce qu'en fait, en gros, c'était quelqu'un qui était sur scène, quelqu'un devait juste faire. D'accord. Et nous, on devait remplir la bouche de mots de n'importe quoi en fait. Donc c'était un petit peu de doublage, mais sans être du doublage. Et elle m'a appelé un jour en me disant, écoute, Catherine Lelanne qui s'occupait de Buffy, elle est d'accord pour que vous veniez, elle nous donne un rendez-vous, c'était un 9 décembre, ça je m'en rappellerai. Et on y va. Et juste avant d'y aller, ma pote elle fait, attends écoute, on peut pas arriver comme ça, il faut qu'on ait une cassette vidéo où on double un épisode de Buffy. Ok, on a fait une parodie, moi je faisais Alex, elle faisait Cordelia et on a donné la cassette à Catherine Lelanne le midi. Au moment où il y a la pause pour manger, Catherine rentre chez elle, elle revient le midi, elle me regarde, elle me fait toi je te veux tous les jours sur mon plateau. Et c'est comme ça que j'ai commencé le doublage. Le lendemain j'étais en studio et j'apprenais. Une semaine après j'ai fait ma première voix dans Buffy. Ok, donc du coup tu as débuté sur la série Buffy contre les vampires. Ouais, Buffy. J'ai fait Angel tout de suite après parce qu'elle était en même temps. Ali McBeal en même temps. Il y avait Malcolm. Il y avait Prison Break. Prison Break c'était un petit chouille un peu plus tard. Où est-ce qu'il nous emmène? Dans une autre famille d'accueil. J'ai pas envie, moi j'aimais bien celle-là. Ouais, je sais. C'est à cause de toi qu'il nous oblige à déménager? T'as encore fait des bêtises? Ouais, je suis vraiment désolé. Et puis, c'était quoi l'autre série? Boston Public. Où là, j'ai fait, on va dire, c'était à l'époque, chez Mediadub, qui avait à Aubervilliers. Et je me rappelle, il y avait Laura Préjean, il y avait Laura Blanc, il y avait Sébastien Desjours, enfin des grands de maintenant. Et j'ai fait une des premières boucles avec eux, ils m'ont fait une standing ovation et tout enfin c'était génial. Quand tu débutes avec des gens qui sont aussi attentionnés, humains, en fait tu peux que être à l'aise à la barre. Ok. Du coup, dans Buffy, t'as fait, tu me disais, un petit ami de Dawn, c'est ça? Ouais, dans la saison 5. Ouais, c'est ça. Quand la mère de Buffy, Joyce, elle meurt, Joyce, elle est, Dawn, elle est en cours de dessin. Et d'ailleurs, on entend la voix de Catherine Lelanne. D'accord. Si tu veux entendre sa voix, c'est la professeure d'art plastique qui dit l'espace négatif de l'objet, l'espace négatif autour de l'objet, un truc comme ça dit. Et je fais Kevin, le mec qui est amoureux d'elle, mais c'est mauvais. Quand tu écoutes, je te jure, quand je m'entends chez moi, mon Dieu, pourquoi j'ai fait comme ça? On sent le novice, on sent qu'il y a la façon dont je projette ma voix, on sent que c'est tout bleu. J'avais pas grand chose à dire, j'avais 8 phrases, un truc comme ça. Mais moi, quand je m'entends, je me reconnais. Autant maintenant, quand j'écoute tout ce que je peux faire dans le doublage, je me reconnais pas.
Honnêtement, c'est pas. Enfin, je m'entends pas. Mais quand j'écoute Kevin, c'est horrible. J'ai entendu dire que t'avais craqué et que tu t'étais coupé. Non, c'est pas. Enfin, c'était juste. Ça n'était pas. Ça m'a fait la même chose. Tout paraît dingue autour de toi. Et t'as besoin de faire quelque chose d'extrême. Oui. Mais bon, j'étais fier. Parce que mais ouais, en tant que fan de Buffy, tu fais partie de tous les DVD et tous les épisodes qui sont rediffusés. Exactement. J'ai fait d'autres trucs enfin, dans la saison 5 parce que du coup. Tu fais des ambiances. Voilà, j'ai fait ambiance Potirol à chaque fois parce que Catherine. Maintenant, il y a des écoles, on va dire, enfin des formations pour le doublage. Avant, il n'y en avait pas. T'apprenais sur le tas, t'apprenais en regardant les comédiens. T'allais à la barre, t'essayais. Non, vas-y, fais plus comme ça, tiens, essaye de faire un peu plus. Enfin, on te guidait. Et c'est comme ça que j'ai appris en fait en étant sur Buffy. Donc forcément les premières phrases elles sont ouais. Ok. Depuis tu as fait du chemin, notamment avec des rôles très importants dans des séries à succès. Tu doubles par exemple le comédien Ncuti Gatwa dans le rôle d'Eric dans la série Sex Education. Ouais. Ah. Et c'est donc pour ça qu'Ola est un chat. Waouh. Otis, tu sais que pour un thérapeute de couple, t'es incroyablement insensible. Ouais, mais vois le bon côté des choses, tu vas être célèbre grâce au bouquin. Tu sais, comme ce type qui est né avec un troisième bras. Comment t'es arrivé sur le doublage de cette série? Alors franchement, j'étais pas le premier choix, je préfère le dire. Okay. Philippa Roche, qui dirige, elle avait proposé un panel de comédiens et Netflix a dit non, il manque ci, non, il y a trop de ça, nan. Donc elle cherchait des voix d'adolescents parce que honnêtement, moi, ma voix, elle va de... Allez, je fais le plus jeune que j'ai pu faire, c'est 12 ans et maximum, c'est 25 ans. Après, honnêtement, enfin, pour moi, après les DA font ce qu'ils veulent, mais moi, j'ai pas la voix. Même si toi, j'ai 40 ans aujourd'hui, il pourrait y avoir un mec qui a 40 ans avec la même voix. Ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est vrai que je me sens plus à l'aise dans ces âges-là. Et Philippa, elle était là, mince, qui est-ce que je peux faire venir? Donc, elle a appelé quelques DA, elle a appelé Catherine Nolan. Elle a dit, écoute, essaye Jonathan. J'ai passé les essais. Et voilà, j'ai été pris direct en fait. Mais pas le premier choix du DA en tout cas. Mais bon, comme quoi, hein, c'est... Comme quoi, des fois, ça apporte aussi des bonnes surprises. Ouais. Oh non, t'as encore chopé la gaule. Qu'est-ce qui a bien pu te faire un effet pareil, la chlamydia ou Jackson? Dans la mini-série Veneno, tu doublais la comédienne transgenre Lola Rodriguez dans le rôle de Valeria. Comment s'est déroulé le doublage de cette comédienne et comment tu t'es approprié le rôle? Alors c'est Magali Barnet déjà qui s'occupe de cette série-là avec Juan Lorca. Magali m'a appelé, elle me dit écoute, voilà, j'ai une série, j'ai pensé à toi tout de suite parce que il faut avoir une certaine sensibilité. Je fais ok, elle m'avait pas dit ce que c'était. Okay. J'arrive, elle fait voilà, tu fais ce personnage-là. Alors au début, oui, enfin c'est un garçon, ok, pas de souci. Je fais la première scène et elle me fait, je t'explique. Ok, c'était surprise du coup. Voilà. Ok. Elle m'a dit, voilà, on connaît même pas le prénom du garçon. En fait, ah d'accord, oui, c'est vraiment signifiant au début. Voilà, c'est Valéria, mais dès le début c'est écrit Valéria, mais moi j'avais pas le prénom nommé. Chut. Son objectif est de montrer comment l'individu isolé va réagir face à ceux qui soutiennent un point de vue différent. J'ai ma meilleure amie qui a vu la Veneno. Qui ça? Christina, la Veneno, ici à Valence. C'est un truc de malade. C'est qui celle-là? Je la connais pas et je m'en fous, moi. On est en cours, je te signale. S'il vous plaît! Et elle m'a dit, voilà, elle s'appelle Valéria. Je dis, pardon? Elle fait, voilà, c'est une transgenre. Au début de la série, c'est un garçon et on voit son étape pour devenir la femme qu'elle est. Je suis ok, pas de souci. Elle fait, donc je ne veux pas que tu transformes ta voix. Je veux juste que tu aies cette sensibilité. Parce que honnêtement, Valéria, enfin Lola dans la vraie vie, elle a une voix pas forcément très féminine et pas masculine. Elle est vraiment entre les deux. Et c'est un peu, enfin honnêtement, il y a pratiquement un match voice entre nos voix. D'accord. J'ai une voix très très perchée moi pour un garçon. Donc en fait, au final, ça s'est passé super bien. J'ai pas forcément de transformation de voix à faire. Elle m'a juste guidée parce que je n'ai pas cette sensibilité de femme. Donc quand j'avais des moments, c'est sûr, je butais, je n'arrivais pas, je comprenais pas. Magali, elle a trouvé les mots à chaque fois. Je te jure, elle m'a guidée, m'a une certaine facilité à rentrer dans les chaussures de Valéria.
Et jamais, à aucun moment, je me suis dit, ah là là, je suis en train de faire une femme, est-ce que je vais être crédible ou quoi que ce soit. Non, en fait, je me suis concentré sur son jeu, sa sincérité, et j'ai essayé au mieux, moi, de faire ce que je pouvais, de ce que je recevais en tout cas d'elle, de redonner exactement la même chose. Donc, en effet, dans les 2 premiers épisodes, quand elle commence à faire sa transformation, transition, je pense que c'est sa transition, elle change sa voix. On sent qu'elle elle veut être femme. D'accord. Donc du coup, tu vois, elle porte un peu, elle veut féminiser sa voix. Donc on a féminisé progressivement, pour faire la même chose. Et au final, dès qu'elle est devenue la femme qu'elle est, elle a retrouvé sa voix qu'elle avait initialement. D'accord. Comme si, c'est Magali qui m'avait expliqué ça, comme si justement, pour montrer que c'était une femme, il fallait que physiquement, on ne voit pas que je suis une femme, donc je vais donner ma voix. Voilà. Okay. Donc on a joué exactement la même façon. Et c'était un des plus beaux rôles. Alors, Eric, c'est ce qui m'a permis de m'éclater, etc. Et Valeria, c'est le rôle qui m'a le plus touché, le plus ému. J'en ai pleuré. D'accord. Les derniers épisodes, elle pleure, je crois, pendant 6 minutes. Et on a regardé la boucle de 6 minutes. Elle m'a dit, Magali, on regarde tout et tu enchaînes tout. J'ai pas envie de faire une boucle, tu pleures, une boucle. On a tout enregistré et je pleurais, mais tellement réellement, honnêtement, je chialais vraiment. Raccord larmes, j'étais parfait, on va dire. Et à un moment donné, même, on a dû refaire des petites retouches parce qu'il y avait des mots, et j'étais obligé parce que j'avais le nez tellement bouché, tellement c'était réel. Et on en pleurait avec Magali, on en pleurait avec l'ingé son et tout. C'était la série la plus belle que j'ai pu faire de ma vie. Ouais. J'avais confiance en vous. Qui sait quel nombre de mensonges vous m'avez raconté? Ça n'a rien à voir. Marie-Carmen, écoutez-moi. Christina avait une toute dernière volonté. Vous ne savez rien de ma sœur, absolument rien. Vous êtes comme tous les autres qui ont profité d'elle. C'est totalement faux. Et je peux vous le prouver. C'est écrit là dans le livre. Dans la mini-série Pause, tu prêtes ta voix à Lil Papi, interprétée par Angel Bismack-Curiel. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire ton rôle dans la série? Alors moi, contrairement à tous les personnages, je ne suis pas un transgenre. Je ne suis pas homo. Je suis un hétéro qui vit dans la rue, un petit portoricain qui est dans la merde, on va dire. Et en fait, il est recueilli par Bianca. On appelle ça une mother dans le milieu gay, trans et drague. Et c'est un rôle très très touchant parce qu'il y a vraiment une évolution sur les 3 saisons. On voit au début, le gamin il est paumé. Il essaie de s'en sortir comme il peut, il vend de la drogue, il se fait rejeter par Blanca parce qu'elle est contre ça. Honnêtement, elle a dit, en fait, on est déjà rejeté par la société, j'ai pas envie non plus qu'on ait des problèmes avec la police, etc. Donc on voit son état pour sortir lui de la rue et ses problèmes. La 2e saison, il tombe amoureux d'Angel, donc c'est une de ses sœurs de la maison. Et là, il va prendre ses responsabilités, il va se transformer en homme. Et la 3e saison, qui est génialissime, on voit, ça y est, je suis sorti de la rue, je me suis battu, pardon pour le micro, je suis sorti de la rue, j'ai ma vie entre mes mains, merci Blanca, merci tout le monde, et on avance. Et c'est un rôle que moi j'ai eu beaucoup de mal parce que là, il y a eu un changement de voix à faire. Il y a vraiment le petit ado qui devient un homme. Et comme je t'ai dit, faire la voix d'un homme, c'est compliqué des fois. Donc, il fallait que j'ai une maturité. Je n'ai pas, malgré mon âge. Et Magali, pareil, c'est Magali qui s'occupait de ça aussi. Elle m'a porté. Elle m'a dit non, tiens, essaie d'avoir ça. Donc, on rigolait souvent en disant bon, écoute, je vais ramasser mes bip par terre, je vais essayer de l'en mettre un peu, histoire d'avoir de la posture, d'essayer d'imposer en plus, parce qu'il en impose énormément. Et pas par sa voix, c'est son charisme, c'est ses mots qu'il choisit, il est là et bim, en fait, il sait ce qu'il veut et franchement, c'est un homme quoi. Okay. Toutes les filles sont convaincues d'avoir le petit truc en plus qu'il faut pour Staff. Il y en a qui... Salut bébé. On finira plus tard, ok? D'accord. C'est qui ça? Mélanie, de la réception. Quelle est ta meilleure expérience dans le doublage depuis tes débuts? Ma meilleure expérience, c'est Eric. C'est Eric. Franchement, c'est Eric. C'est ce qui m'a permis d'être... Parce que j'ai commencé le doublage en 2001 et Eric, je crois que c'est 2017 ou 2018, un truc dans le genre. Ouais. 2018. Ouais. Donc tu vois, il s'est passé quand même 17 ans entre eux. J'ai fait
pas beaucoup de doublage à chaque fois parce que je cumulais le théâtre, comédie musicale et je dansais dans les cabarets. Donc le doublage, c'était pas comme je fais maintenant, c'est ma principale activité. Mais j'étais tellement pris par les autres que je me suis dit, bon allez, si je fais 10 contrats dans l'année, c'est cool. Mais là, Eric, ça m'a permis d'être reconnu sur autre chose. Voilà, et d'être reconnu par mes pairs, les DA, qui ont vu, tiens, mais qui c'est celui-là? J'ai encore avec Thierry Desroses hier, et il disait à l'ingé son qui était avec nous, Timothée, il fait, mais c'est qui ce gamin? Parce qu'il pensait que j'étais un jeune. Qui c'est ce gamin qui fait cette voix et tout? Donc il s'est renseigné, il a vu que c'était moi, on s'est lié d'amitié aussi. Et en fait, mon nom a... Ça t'a ouvert des portes derrière. Énormément, ouais. Ok. Avec quel acteur tu te sens le plus à l'aise dans le doublage? C'est Eric. En fait, je vais dire plutôt, je me sens à l'aise. Eric, parce que maintenant je le connais, j'ai déjà fait 3 saisons. Donc maintenant je sais comment par rapport au texte que je vais lire, je sais comment il va le faire. Exactement. La première saison, pas trop, je découvrais. Là maintenant, tu peux me donner juste le texte, je sais, et la situation bien entendu, je sais comment il va le jouer. Parce que je connais maintenant sa manière. Mais après, je suis vachement à l'aise quand c'est des adolescents. D'accord. Les 14-18 ans, c'est une énergie en fait que j'ai. Et je sais pas, pour moi c'est beaucoup plus facile de rentrer dans ce personnage là parce que on disait avec Thierry Desroses, j'ai une énergie dans ma voix et donc du coup en fait c'est comme si tu vois les gens qui sont toujours en train de bouger, pour moi un adolescent c'est un peu comme ça, il a besoin de s'exprimer, il a besoin de sortir plein de choses, donc moi c'est ce genre de rôle là dont j'ai le plus besoin. Ok. Devine qui va aller jusqu'au bout ce soir. Devine. Ouais. Toi, je suppose. C'est le moment où tu dois être content pour moi. Je suis content pour toi. Non, vraiment, Eric. Mais t'es sûr qu'Adam est vraiment d'accord? Je sais pas s'il est encore tout à fait à l'aise. Et du coup, à l'inverse, sur quel personnage ou est-ce que tu as déjà eu des scènes particulièrement difficiles à doubler? Ah ouais. Dans la série Star, je joue un Yel. Une personne non binaire. Honnêtement, ça a été très compliqué pour moi. C'est déjà une personne qui en impose physiquement. Donc en anglais, enfin en VO, il est très. Déjà, il est dans ses graves, que je n'ai pas. Donc du coup, pour moi, déjà, j'étais. Il fallait que je compose. Et même si on me disait, mais si, ça marche super bien, les comédiens disaient que ça marchait, le DA me disait que ça marche, mais moi, j'étais pas à l'aise. Honnêtement, c'était pas moi, je le sentais pas comme un rôle pour moi. J'ai fait comme j'ai pu, on va dire. Je me suis débrouillé à peu près. Magali, c'est elle qui s'occupait à la fin de cette série-là, les 2 dernières saisons. Elle m'a dit, écoute, ce qu'on va faire, parce que j'adore travailler avec Magali, parce qu'elle a toujours des petits tips, tu vois, pour. T'as un blocage, et écoute, je vais te donner ça comme astuce. Elle m'a dit, ce qu'on va faire, c'est que tu ne vas pas l'écouter. Alors, c'est-à-dire que tu vas l'entendre jouer, mais je ne veux pas que tu écoutes sa voix sur comment il va s'imposer avec sa grosse voix. Et tu écoutes son jeu et à partir de là, tu vas faire. Essaye pas trop de le regarder non plus parce que pareil, il en impose avec. Et tu connais la situation, tu écoutes son jeu et tu fais son jeu. Tu dois te concentrer sur l'essentiel. Si ça veut dire passer me voir à chaque fois que t'es dans une impasse, parfait, on en discutera sans détour. Mais je te demande d'être honnête. Et de l'être tout le temps. Pour la 2e fois, est-ce que tu tiens le coup? Écoute, merci beaucoup Jonathan. Merci à toi. D'avoir pris du temps pour me rencontrer, je passe un très bon moment. Merci, moi aussi. Que nous dirait justement Eric pour terminer cette interview? Il dirait, Johan, t'as un problème? Attends, bouge pas, je vais appeler Otis. Otis, excuse-moi, il y a Johan qui demande... Quoi, Johan? Mais s'il devait être en série. Ouais, il a un problème. En fait, il sait pas comment mettre une capote. Tu saurais lui expliquer? Ok, ouais, mercredi à 14h30. Ok, j'ai dit, d'accord. Ça marche, mec. Allez, bisous. Super, merci.